La mer Noire renferme-t-elle vraiment des secrets encore insoupçonnés? Imaginez une vaste étendue d'eau intérieure, presque entièrement cernée par les terres, reliée à la mer de Marmara par l'étroit canal du Bosphore, puis à la Méditerranée, bien plus à l'ouest, par les Dardanelles. Depuis des millénaires, l'homme en a sillonné la surface, d'abord sur de frêles voiliers, puis à bord de navires à vapeur, de cuirassés d'acier, de paquebots de croisière et même de sous-marins furtifs. Il semble donc difficile de concevoir que cette mer si familière puisse encore abriter des mystères. Bonjour à toutes et à tous. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la mer Noire est parfois et de manière troublante associée au déluge biblique? Le plus fascinant, c'est que ce lien entre les eaux sombres de la mer Noire et le mythe du grand déluge n'est pas qu'une fable, il existe bel et bien. Les recherches scientifiques les plus pointues corroborent aujourd'hui cette relation par des faits concrets. Bien entendu, certains chercheurs continuent de débattre de cette vérité, mais les preuves s'accumulent. Bienvenue sur la chaîne. Ensemble, plongeons pour percer les mystères engloutis de la mer Noire. Cette hypothèse audacieuse a été formulée pour la première fois en 1998 par deux géologues de l'Université Columbia, William Ryan et Walter Pittman. Selon leurs estimations, à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ 7600 ans, la fonte massive des glaciers aurait provoqué une élévation brutale du niveau des océans à l'échelle planétaire, impactant directement la Méditerranée. Les eaux montantes de la Méditerranée auraient d'abord submergé le seuil rocheux la séparant de la mer de Marmara, ouvrant ainsi le détroit des Dardanelles. Puis, dans un second temps, cette force hydraulique aurait brisé la barrière naturelle entre la mer de Marmara et la mer Noire, donnant naissance au détroit du Bosphore. C'est par cette brèche fraîchement ouverte qu'une quantité colossale d'eau salée se serait déversée depuis la Méditerranée vers la mer Noire. À cette époque, la différence de niveau entre les océans mondiaux et la mer Noire avoisinait les 100 mètres, transformant cet événement géologique en un cataclysme absolu. Chaque jour, environ 42 km3 d'eau-mer se seraient engouffrés dans le bassin de la mer Noire, soit l'équivalent de 200 fois le débit actuel des chutes du Niagara. Il est presque impossible pour l'esprit humain de se représenter un spectacle d'une telle violence. D'après ces géologues américains, ces chutes d'eau titanesques auraient grondé pendant au moins 300 jours sans interruption. Naturellement, une théorie aussi spectaculaire ne pourrait tenir sans des fondations solides. Ryan et Pittman ont compilé une multitude de preuves dans un ouvrage de référence intitulé Noah's Flood, le déluge de Noé. Le point d'ancrage incontestable de toutes les théories tentant d'expliquer les singularités de la mer Noire réside dans un fait géologique avéré. Il y a 8000 ans, elle n'était qu'un immense lac d'eau douce. Le niveau de ce lac ancestral était bien inférieur à celui de la mer que nous connaissons aujourd'hui. L'une des hypothèses suggère que l'irruption des eaux méditerranéennes dans ce lac à la fin de l'âge de glace résulterait de la convergence de deux facteurs, la montée rapide du niveau des mers due à la fonte des glaces et un bouleversement tectonique majeur ayant physiquement fracturé le détroit du Bosphore. Ce qui est captivant, c'est que le processus de salinisation de la mer Noire est un processus toujours actif de nos jours. La couche supérieure, relativement douce, s'écoule vers la Méditerranée via le Bosphore. Parallèlement, un phénomène inverse, invisible depuis la surface, se produit dans les abysses de la mer Noire. L'eau salée de la mer de Marmara, plus dense et plus lourde, s'infiltre dans les abysses de la mer Noire. Ainsi, deux courants opposés se croisent simultanément dans le détroit. Toutefois, le courant de surface est nettement plus puissant. Il est alimenté par les nombreux fleuves comme le Danube qui déversent continuellement d'eau douce dans le bassin. Bien que cet apport fluvial soit supérieur à l'évaporation, il ne suffit pas à compenser la perte d'eau douce qui s'échappe vers la Méditerranée. En conséquence, l'eau salée venue des profondeurs repousse progressivement l'eau douce, entraînant une salinisation lente mais inéluctable. Mais alors, pourquoi évoquer ici l'histoire du déluge de Noé? En réalité, selon Ryan et Pittman, la légende biblique trouverait sa source historique dans le traumatisme causé par cette inondation cataclysmique. Il est fort probable que l'afflux massif et soudain d'eau qui a sculpté le Bosphore ait donné naissance à ces récits apocalyptiques.
scientifiques. En effet, sur les rives de ce qui était alors un lac d'eau douce, toutes les conditions étaient réunies pour favoriser l'établissement des premiers Homo sapiens, et même de leurs prédécesseurs, les Néandertaliens. La fertilité de cette région rivalisait sans doute avec celle des berceaux civilisationnels comme la Mésopotamie ou la vallée du Nil. Les vestiges de villages découverts sous les eaux témoignent d'une vie prospère au début du Néolithique, juste avant le supposé grand déluge. Autrement dit, à une époque où une grande partie de l'Europe grelottait encore sous les glaciers, les populations du nord de la mer Noire jouissaient d'un climat exceptionnellement clément. Parmi les découvertes les plus troublantes de cette période figure la sépulture d'un jeune couple néolithique. Ce qui intrigue particulièrement les archéologues, c'est que la jeune femme aurait pu occuper une fonction semblable à celle d'une prêtresse. L'un de ses auriculaires avait été sectionné, une mutilation physique probablement liée à un rituel sacré. Ce qui est crucial ici, c'est que cette scène de vie et de mort est antérieure à l'événement du déluge. Comme le rapporte l'ouvrage des géologues américains, l'avancée des eaux fut d'une rapidité effrayante, gagnant environ 400 mètres de terrain par jour. Avec 200 fois la puissance des chutes du Niagara se déversant dans le Bosphore, le bassin se remplissait à une vitesse vertigineuse, faisant monter le niveau de 35 cm quotidiennement. En conséquence, la ligne de côte a reculé de près de 100 km vers le nord, engloutissant l'ancien rivage et ses habitants sous les flots. Des fossiles de deltas de rivières désormais submergés prouvent que l'existence de ce littoral fantôme. En 1998, une expédition française dirigée par Gilles Léricolas en collaboration avec William Ryan scannait 4500 km de fond marin pour tenter de cartographier ce rivage perdu. Grâce à des sondeurs multifaisceaux et des senseurs sismiques, les chercheurs ont pu localiser les anciennes lignes de côte. Ils ont identifié des sédiments caractéristiques d'un milieu d'eau douce daté de 7000 à 8000 ans, brutalement recouverts de dépôts typiques de zones marines contenant des mollusques d'eau salée. Cette stratigraphie est venue appuyer avec force la théorie du déluge formulée par Ryan et Pittman. Naturellement, une catastrophe d'une telle ampleur a marqué la psyché humaine, se transmettant d'abord oralement, puis par l'écriture, de génération en génération, pour devenir le mythe universel que nous connaissons. Cependant, des analyses plus récentes ont révélé que l'inondation de la mer Noire serait produite environ 1000 ans plus tôt qu'on ne le pensait initialement. Des carottages effectués entre 15 et 200 mètres de profondeur ont remonté des sédiments lacustres gorgés de coquilles du genre Dracena, des mollusques d'eau douce datés de 7500 ans. De plus, les chercheurs ont découvert une faune intermédiaire, marquant la transition entre l'eau douce et l'eau salée. Sur la base de ces éléments, des scientifiques français ont conclu que le drame s'est joué environ 8500 ans. Bien qu'il existe des preuves apparemment très convaincantes en faveur d'une inondation brutale, une théorie concurrente soutient que le niveau de la mer Noire serait monté de manière beaucoup plus progressive. Cette hypothèse s'appuie elle aussi sur des faits solides liés à la fonte des glaciers après la dernière période glaciaire, un processus entamé il y a 12 000 ans et qui, malgré des pauses, perdure encore. L'eau fentante s'est déversée dans toutes les grandes cuvettes géologiques, et parmi celles bordant la mer Noire, la plus vaste reste la mer Caspienne, le plus grand lac salé du monde. Quand les glaciers et le permafrost des immenses plaines russes ont monté, le niveau de la Caspienne a explosé, dépassant de 45 mètres son niveau actuel, qui est aujourd'hui 28 mètres sous le niveau de la mer. Une fois que la Caspienne a atteint le seuil du rivière Manitch, qui la relie à la mer d'Azov, son trop-plein a commencé à déborder vers la mer Noire. L'eau s'est frayé un chemin à travers le détroit de Kertch pour rejoindre le bassin de la mer Noire. Toutefois, selon cette hypothèse du débordement, le niveau de la mer Noire ne pouvait plus monter une fois atteint le niveau du seuil du Bosphore. À ce stade, c'est l'excédent d'eau de la mer Noire qui se serait déversé vers la Méditerranée, et non l'inverse. Il existe des preuves directes montrant que l'eau de la mer Noire a coulé vers la mer de Marmara. Des mollusques et micro-organismes spécifiques au bassin pontique ont été retrouvés dans les sédiments de la mer de Marmara. L'émergence de cette seconde hypothèse, centrée sur le rôle de la mer Caspienne, a déclenché de vifs débats au sein de la communauté scientifique. Un éditeur new-yorkais a même publié un recueil d'articles intitulé « La question du déluge de la mer Noire », où chaque camp expose ses arguments. Cependant, la mécanique exacte de la salinisation de la mer Noire après cet afflux massif d'eau douce caspienne reste floue. Cela dit, si l'on admet que l'eau salée pénètre les couches profondes via le Bosphore depuis au moins 7500 ans, le processus devient plus cohérent. Dans ce duel entre la théorie du déluge cataclysmique et celle d'une montée des eaux progressive, il est tout à fait possible que la vérité réside dans une convergence des deux scénarios. Peut-être que ces deux majeurs phénomènes, la
rupture du Bosphore du sud et l'arrivée des eaux de la Caspienne par le nord ont agi simultanément ou successivement. Bien entendu, en termes de narration, la théorie du grand déluge conserve un avantage certain. Mais une question obsédante demeure. Pourquoi ne retrouve-t-on presque aucun vestige d'habitation néolithique dans cette bande de terre fertile, large de plus de 100 km, située entre le littoral actuel et l'ancien rivage? Si cette région a été submergée soudainement, figeant la vie sur place, nous devrions y trouver de nombreuses traces d'occupation humaine, qu'il s'agisse d'Homo sapiens ou de Néandertaliens. Et pourtant, le silence archéologique est presque total. D'après les chercheurs, ces villages fantômes sont probablement ensevelis sous des mètres de dépôts sédimentaires, rendant leur détection quasi impossible. On pourrait tenter de les retrouver par forage, mais où planter l'aiguille? Chercher ces ruines revient à chercher une aiguille dans une botte de foin à l'échelle d'une mer. Il ne nous reste plus qu'à espérer que la technologie future nous offrira les clés pour résoudre définitivement cette énigme. Si cette plongée dans l'histoire vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager cette vidéo pour faire voyager ce mystère.